fin 2023, je vous faisais une vidéo pour vous parler, pour vous expliquer le jeu The Witcher, l'Ancien Monde. Pour info, pour l'anecdote, il faut savoir que c'est la vidéo qui a généré le plus de vues de l'histoire de cette chaîne. Voilà. Tu te poses des questions, je te donne des réponses. Tu te poses pas de questions, je te donne des réponses. C'est comme ça que ça se passe. Donc bah aujourd'hui, je vais te parler de l'intégralité de ce qu'on appellera la suite, même si c'est pas vraiment une suite, parce que c'est pas vraiment le même jeu, c'est même pas du tout le même jeu. Mais en tout cas, de ce que propose Go On Board, et donc par le biais désormais de Matago, qui va proposer donc cette version française d'un jeu qui s'appelle The Witcher, La Voix du Destin. Ça arrive donc en campagne sur Game on Tabletop, donc campagne de précommande, pour pouvoir jouer donc à The Witcher, La Voix du Destin. Donc il y a 1, 2, 3, 4 boîtes en plus de celle-ci, donc un stand-alone et ainsi que des extensions. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'intégralité. Je te parle de tout ce qui existe dans The Witcher, La Voix du Destin. Je t'explique le jeu, je t'explique le contenu, je t'explique ce que j'en ai pensé. Bref, t'as compris. On dit merci au copinos du Cofinos, il touche la boîte. Il touche pas la boîte. Qui aide fortement à faire progresser cette chaîne, et je l'annonce ici. Il y aura un Ultimate Mega Concours of Death pour la rentrée de septembre. Ouais. Pour la rentrée de septembre, il y aura un méga concours pour les 10 000 abonnés de la chaîne. Voilà, c'était il y a quelques temps, c'était il y a un mois, mais je voulais préparer un truc vraiment solide pour vous remercier tous, parce que vraiment, sans vous, il n'y a pas de chaîne, sans vous, je parle dans le vide, et donc sans vous, je partage pas ma passion comme je peux le faire, aujourd'hui, et c'est quand même moins sympa d'avoir une passion et d'être tout seul à en discuter. Donc merci à vous tous, et pour vous remercier, donc il y aura ce Ultimate Concours of Death, avec des boîtes mystères à ouvrir et des giga cadeaux offerts par des éditeurs, c'est vraiment cool, je suis super content. Donc voilà, on s'abonne, on like, évidemment, toujours le nerf de la guerre, on garde les bonnes habitudes, vous êtes absolument géniaux pour ça, et on commence maintenant. Donc The Witcher, La Voix du Destin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est déjà un jeu qui va se démarquer de The Witcher, l'Ancien Monde, ça n'a rien à voir, ça a beau être le même éditeur, on va garder finalement les mêmes aspects graphiques et les mêmes utilisations de certaines palettes de couleurs et de certaines icônes, mais on va se détacher du jeu qui était plutôt un landcrawler bac à sable, pour se tourner vers quelque chose qui est vendu comme étant un tableau building, donc rien à voir, on n'est plus sur du jeu à foutraque de figurines et du kilo plastique, non, on est ici sur du jeu de cartes avec quand même quelques notions de luxe, mais je vais te parler de ça. Qu'est-ce que c'est d'abord The Witcher, La Voix du Destin? Donc sa boîte de base te propose de jouer, d'incarner donc l'un des protagonistes finalement de l'univers de The Witcher, donc de l'univers des romans, mais surtout de l'univers du jeu vidéo. Tu reconnaîtras finalement la tronche, hein, t'as la tronche des personnages, hein, les designs, ils sont là, et c'est CD Red Projekt. Bah oui, c'est le développeur du jeu vidéo, bien évidemment, de The Witcher 3, qui est, tu dis ce que tu veux, c'est un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Je dis ce que je veux sur cette chaîne, c'est chez moi. Bah oui, mais on a dit qu'on échangeait, mais moi j'échange avec toi, mais tu peux pas me répondre. Et oui, si tu me réponds en commentaire, si t'es pas d'accord, c'est quoi ton jeu vidéo de tous les temps? C'est quoi ton jeu vidéo préféré? The Witcher, pour moi c'est le 3, y a pas de doute, les extensions sont incroyables, bref, je m'éparpille, mais bref, tout ça, évidemment, c'est du Chara Design qui sort de The Witcher 3. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? C'est un jeu compétitif dans lequel on va donc collecter des cartes et on va les jouer dans un système de freeze pour pouvoir générer des symboles. Ces symboles vont pouvoir nous permettre d'obtenir des points de victoire ou des points d'expérience suivant le déroulé du récit en cours. Parce que oui, au début de la partie, au début de la manche, enfin au début de la manche, même pas au début de la mise en place, on va devoir déterminer quel récit on va vouloir jouer. Donc dans la boîte de base, il y a 3 récits, il y a le récit de la Strige, il y a le récit du moindre mal, et le dernier j'ai oublié, mais c'est pas très grave, il y a 3 récits qui sont donc directement tirés évidemment des romans. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, dans une manche, on va devoir, donc suivant un système de draft ouvert, on va prendre notre standee et se placer devant un emplacement où il y a 2 cartes que l'on va pouvoir collecter. On prend les 2 cartes dans notre main, on a déjà une main de 5 cartes qui correspond à nos cartes de départ, et on va en jouer 2 dans notre freeze. Sur ces cartes, il y a des symboles. Ces symboles vont pouvoir s'entremêler de telle manière à générer des effets. On va avoir des symboles qui seront juste là pour pouvoir compter, voilà, comme unité de symboles, mais on a aussi des actions qui vont se produire sur ces différentes cartes, des actions qui demanderont de consommer
certains de ces symboles, qui demanderont d'avoir un certain nombre de cartes de certaines couleurs pour pouvoir générer notamment des points d'expérience, ce genre de choses-là, donc des combos à effet, bien évidemment. On joue ces deux cartes-là, nos adversaires font de même, donc dans l'idée d'une forme de freeze finalement de priorité, voilà, il y a un ordre de priorité en fonction des personnages qu'on sélectionne et en fonction des récits, et une fois qu'on a terminé ça, on regarde parmi les symboles actifs, lesquels sont le plus présents dans les jeux des joueurs. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, lorsque vous allez jouer un récit, vous allez ouvrir finalement le paquet de récits comme ça, pour avoir comme un livre ouvert, et vous allez lire ce qui va se passer dans l'histoire, et au bout d'un moment, vous allez arriver sur donc une double page, où d'un côté, flèche de gauche, flèche de droite, un symbole, un autre symbole, ce sont les symboles actifs, à contrario, les symboles inactifs sont ceux qui ne sont pas présents sur cette page-là. Et donc là, à ce moment précis, lorsque tout le monde a fini de jouer, on regarde quelle majorité il existe chez chaque joueur de symboles actifs et de quels symboles actifs. On a des symboles par exemple épée, des symboles d'attaque, on a des symboles voilà avec des espèces de lettres. Eh bien, on va regarder si moi par exemple j'ai une majorité de symboles d'épée, eh bien très bien, donc je suis une unité, je représente la force. À côté, mon adversaire, lui, il a plutôt les symboles de lettres, donc il représente ce symbole-là. Et si on joue à 3, le troisième adversaire, lui, il a le symbole d'épée, donc bah, c'est l'épée qui gagne. On prend un jeton destin que l'on place sur la page qui correspond donc à ce symbole de l'épée. Ça veut dire qu'on a fait un petit pas vers la résolution de ce récit par le biais de cette page-là. Parce que oui, chaque page correspond finalement à la suite du récit. Il y a plusieurs embranchements pour pouvoir atteindre des épilogues différents. Et enfin, quand on a joué donc 3 fois comme ça, on a fait 3 tours, on a mis 3 jetons destin, on regarde quelle page comprend le plus de symboles de destin, c'est donc par le biais de cette page que l'on va progresser dans le récit, et alors le symbole actif qui correspond à cette page-là permet à tous les joueurs qui en possèdent d'obtenir autant de points de victoire qu'ils en possèdent. Donc si par exemple on part sur le récit de l'épée et que j'ai 3 jetons d'épée, bah je gagne 3 points de victoire, et le jeton minoritaire, donc celui qui n'aura pas été sélectionné, lui permettra de rapporter des points d'expérience. Ces points d'expérience, eux, ils nous permettent d'évoluer sur une échelle et de débloquer de nouvelles aptitudes utilisables une fois par partie, qui permettront donc de nous arranger, bien évidemment. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez compris, ce sont des choses que l'on va pouvoir utiliser une fois par partie pour pouvoir nous favoriser, jouer plus de cartes, parfois aller en piocher, parfois sélectionner plus facilement, parfois intervertir les cartes en fonction de leur position pour pouvoir s'arranger, bref. Il y a des effets différents en fonction des personnages que vous allez sélectionner. Ensuite, vous réinitialisez votre freeze, vous gardez qu'une seule carte à la fin du premier chapitre et 2 cartes à la fin du second, et lorsque vous arrivez à la fin du 3e chapitre, eh ben, la partie se termine, et à partir de là, eh bien, on va vérifier qui l'emporte, et pour ça on va avoir plusieurs choses qui vont s'ajouter. Parfois les récits vont eux-mêmes ajouter des conditions de scoring différentes en fonction de ce qui se passe dans le dit récit, mais on va aussi avoir des objectifs personnels en fonction du personnage que l'on incarne, qui va nous demander d'avoir certaines couleurs de cartes dans notre main pour pouvoir scorer des points supplémentaires, et donc une fois qu'on a fait ce décompte-là, le joueur qui obtient le plus de points de victoire, qui a obtenu le plus de points de victoire, remporte la game. Voilà comment ça fonctionne, The Witcher, la voie du destin. T'as compris, je pense. C'est simple, c'est un jeu qui est simple, c'est vraiment, tu vas te placer devant une paire de cartes, tu prends la paire de cartes, tu places 2 cartes, tu résous les effets, et on continue, on fait ça 3 fois, on a fini la première partie, on fait 3 fois ça, t'as compris, on a mis un jeton destin, donc au bout de 3, on le fait une deuxième fois, on met un deuxième jeton destin, on le fait une troisième fois, on met un troisième jeton destin, on a fini un chapitre, on finit 3 chapitres, on a fini la game. Voilà comment ça se passe. C'est un jeu qui est, encore une fois, simple. C'est un jeu qui est accessible, beaucoup plus accessible que ce que pouvait être l'Old World. Encore une fois, je fais la comparaison uniquement parce que c'est le même éditeur et que c'est le même thème. Mais les jeux n'ont vraiment rien à voir, si ce n'est que dans une des boîtes, vous allez pouvoir utiliser des monstres dans le truc. Bon, peu importe. Mais c'est un jeu qui est simple, c'est un jeu de tableau building peut-être. Attention, on n'est pas sur le tableau building comme vous pouvez le penser dans certains jeux comme Wondrous Creature, Terraforming Mars. On est bien loin de ça, attention. On est sur des effets instantanés au moment où vous allez poser les cartes. Les notions de combo sont pas très très fortes. Ici, on est vraiment sur un jeu très accessible pour les joueurs les moins exigeants finalement, qui voudront se satisfaire finalement d'un jeu simple de cartes dans l'univers de The Witcher. La notion de récit est intéressante pour le coup, pour avoir lu, alors j'ai pas lu la totalité des romans, mais pour avoir lu en tout cas les romans qui comprennent les histoires qui sont dans cette boîte de base, eh bien c'est intéressant de pouvoir retrouver finalement ces récits dans un jeu et de pouvoir les orienter vers quelque chose de différent. Ce que je regrette un tout petit peu dans The Witcher, c'est que finalement vous n'allez pas sélectionner, grosso modo,
la voie que vous allez prendre, c'est pas ce que vous allez faire. Vous allez surtout aller prendre celle qui va vous rapporter le plus de points, évidemment. Donc si vous êtes vraiment avec votre main de carte, vous avez plus de chances d'aller vers un embranchement que vers un autre, bah, même si vous préféreriez l'autre parce que je sais pas, peut-être que ça correspondait plus à l'idée que vous faisiez de l'histoire, eh bien vous allez quand même aller vers le premier parce que ce sera la bonne manière finalement pour pouvoir remporter des points de victoire. Et ça c'est toujours un petit peu dommage dans les jeux qui exploitent des récits ou qui exploitent une narration finalement avec des embranchements multiples, de pas avoir vraiment un choix logique, thématique, qui va nous emmener finalement à suivre l'embranchement et l'histoire comme on aurait aimé la vivre. Côté mécanique de jeu, donc je le redis, c'est simple, c'est facile à mettre en place, c'est facile à appréhender, on peut jouer à ça, je peux jouer avec ma fille sans aucun souci. Donc ma fille, je le redis, elle a 10 ans pour que vous ayez un point de comparaison. C'est un jeu qui vous prendra, voilà, vous faites une partie, une fois que vous êtes rodé sur les règles, vous allez passer, là, pour des parties de joueurs, vous passerez peut-être 30-35 minutes pour pouvoir y jouer. En fonction des histoires, des récits que vous allez jouer, il y a des choses qui viennent s'agrémenter. Et il y a des choses qui parfois sont assez étonnantes. Il y a des trucs qui sont plutôt thématiques et très intéressants, mais il y a des trucs qui viennent un peu plomber le gameplay, c'est un peu dommage. Donc par exemple, dans le premier récit, on vous propose d'utiliser des cartes qui permettent de gagner des points en fonction des patterns de couleurs que vous allez générer grâce à vos cartes. Et c'est quelque chose qui est un peu dommage, que finalement ça va vous verrouiller dans votre schéma, c'est-à-dire que plutôt que de jouer des cartes pour les différents combos d'actions que vous allez faire, vous allez les jouer pour leurs couleurs, et vous allez être vachement contraint finalement parce que vous êtes en train de faire, et vous ne profitez pas nécessairement du jeu. Donc ça c'est des éléments de game design que je trouve un peu dommage, parce que pour le coup ça pourrait être retiré tout simplement, et moi je vous conseillerais fortement de retirer ce truc là, parce qu'on est là pour jouer un jeu de tableau building, donc de générer des actions, de générer des combos, de générer des associations, et certainement pas de se retrouver contraint à devoir jouer telle ou telle couleur pour pouvoir essayer de progresser dans le jeu. Côté matos, évidemment, c'est qualitatif, on a l'habitude avec Go Unboard. Ici, on a donc un tapis néoprène pour servir de plateau de jeu, donc c'est un très long surtout, tapis néoprène. Il n'est pas si grand que ça, mais c'est surtout qu'il est allongé. Et au-dessus, vous allez retrouver une piste de points de victoire. D'ailleurs, le tapis représente finalement Kermoren. Vous allez avoir une piste de points de victoire, les emplacements pour les différentes cartes, les emplacements pour les standees ou figurines si vous sélectionnez les figurines. Et vous allez avoir donc une illustration qui est superbe dessus. Là-dessus, ça fait vraiment son effet forcément quand on sort le plateau sur la table. Maintenant, voilà, vous avez la version standee et la version figurine. Très clairement, les figurines, si vous n'êtes pas peintre, ça vous servira à rien. C'est ici, en termes d'immersion, ces figurines, elles servent exclusivement à prendre un emplacement finalement pour sélectionner des cartes. Là où, je compare encore avec The Old World, mais là où dans un jeu comme The Old World, comme l'Ancien Monde, il y a finalement une logique, puisqu'on est dans un univers sur un plateau, voilà, qui est décoré, il y a quelque chose, on incarne une présence finalement. Ici, on va sur un socle pour récupérer des cartes, donc ça fait moins sens. Mais on sait que Go Unboard, ils aiment bien faire des figurines, mais si vous êtes amateur de figurines, bah allez-y, il n'y a pas de souci, les figurines sont de qualité standard, voilà, on n'est pas sur du Cool Minis ou sur du autre chose, Ludus Magnus par exemple, on est sur la figurine standard, mais ça fait son effet, c'est assez chouette. Personnellement, j'aime bien jouer avec, mais c'est clairement pas indispensable. Avant de vous dire tout ce que j'en ai pensé, on va parler des différentes boîtes qui existent. Ça va être assez rapide parce que finalement, je vais pas y passer 10 plombes pour vous dire ce qu'il y a dedans. Déjà, une première boîte facile à expliquer. Vous avez celle-ci, donc c'est Triss et Grain of Truth, donc la graine de la vérité. D'ailleurs, c'est étonnant que ça se fait, c'est un grain de vérité là, c'est marqué Grain of Truth ici. Bon, pourquoi pas. C'est une boîte qui permet d'incorporer Triss, voilà, Triss Merigold, donc dans les personnages que vous allez pouvoir incarner, parce que je l'ai pas dit, dans la boîte de base, vous allez pouvoir avoir donc Geralt bien évidemment, vous avez Ciri, vous avez Vesemir, vous avez Jaskier, vous avez Yennefer, et donc là, vous avez Triss Merigold. Et avec ça, vous avez donc un récit à part qui vous permettra donc d'avoir un récit supplémentaire, ce que je conseille pour le coup pour avoir un petit peu plus de rejouabilité dans votre jeu. Ici, on a un mode de jeu 1 contre tous face à la chasse sauvage, parce que donc là, le joueur qui va jouer contre la chasse sauvage va jouer de la même manière finalement que le jeu traditionnel. La chasse sauvage, elle, fonctionne un peu différemment, enfin même bien différemment. Elle va jouer des cartes, le joueur qui joue la chasse sauvage va jouer des cartes de la même manière, ça ne change pas, mais le truc c'est qu'il y a là donc ces 4 généraux qui vont progresser sur son tapis, sur son plateau à part, donc c'est un tapis, ils vont progresser en fonction des symboles qui se trouvent, en fonction des couleurs, des cartes que la chasse sauvage aura jouées. Et en fonction de la progression, eh bien la chasse sauvage obtiendra des bonus d'expérience, voire même des bonus de points de victoire permanents à chaque fois qu'elle continuera de progresser, tant que les adversaires n'auront pas fait redescendre les généraux. Et pour faire redescendre les généraux, il faut jouer en fait un certain nombre de cartes de la bonne couleur, parce que chaque général correspond à une couleur, donc vert, jaune, bleu, rouge. Si on joue un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs, et bien par exemple je crois qu'il y a
4 joueurs, il faut jouer 3 cartes rouges parmi les 2 dernières qu'on a jouées, et bien dans ce cas-là, le général redescend et on repart de 0, et donc le joueur de la chasse sauvage va devoir retravailler pour faire remonter ses personnages. Voilà, c'est sympathique, j'aime bien l'idée d'avoir un 1 contre tous, j'aime bien cette idée-là. On joue avec un récit qui est bien, qui correspond bien à la chasse sauvage, hein, donc on n'est pas sur les récits que vous allez utiliser dans la boîte de base. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, si lorsque vous faites redescendre un général de la chasse sauvage, vous obtenez une carte faiblesse, quelque chose que vous allez pouvoir jouer contre lui pour vous aider à le vaincre. La dernière extension, après je te parlerai du standalone, c'est The Witcher, la voie du destin, Legendary Monsters, donc les monstres légendaires. Et ça, c'est un autre mode de jeu qui est coopératif. Ici, on va vaincre un des 4 monstres de cette boîte. Donc il y a un Vendio, il y a... j'ai perdu le nom des autres, mais c'est pas très important. Et donc l'idée, c'est qu'on va devoir donc l'affronter sur un système de points de vie en fonction du nombre de joueurs. Quand on joue à 2, par exemple, l'ennemi, le monstre a 60 points de vie. Et donc ici, il n'est pas question de récit, non, ici on est bien sur un ennemi à affronter. Il y aura que 2 cartes là où on place le récit. Une carte qui déterminera les attaques de l'adversaire, donc du monstre, et la carte qui dira ce que l'on va obtenir finalement lorsque l'on va jouer des symboles qui permettront donc de monter les flèches de droite ou les flèches de gauche que je t'ai expliqué dans le jeu de base. Donc l'idée c'est qu'il va falloir collecter des épées, donc des symboles de force, pour pouvoir affronter l'ennemi, parce qu'à la fin de la manche, donc on obtiendra on fera un certain nombre d'attaques et donc on lui fera perdre un certain nombre de points de vie grâce à ces épées que l'on aura jouées, mais aussi on aura des cartes qui nous permettront, donc des cartes d'objectifs de la manche, qui nous permettront donc d'obtenir des points d'expérience en fonction de comment est-ce qu'on aura réussi ou non ces différents objectifs, et donc ces points d'expérience, encore une fois, nous permettront d'obtenir de nouvelles aptitudes à utiliser pour pouvoir vaincre l'ennemi. Donc le but, ce sera évidemment, dans les 3 manches, de vaincre cet ennemi-là, en coopération, encore une fois, en lui réduisant ses points de victoire à 0, à savoir que dans ce jeu-là, il y a la possibilité d'utiliser un module compagnon, donc on a Lambert ou Eskel, donc les sorceleurs que vous connaissez si vous avez notamment joué à The Witcher 3, qui peuvent venir vous aider, vous apporter un petit plus. C'est une carte qui aura sur le côté lorsque vous l'utiliserez à un certain moment, là, quand vous vous placerez, c'est pas très important, mais voilà, qui pourront apporter un bonus un petit peu, une petite variété finalement dans le gameplay. Et enfin, je te parle d'une boîte qui est complètement à côté. J'avoue que je suis très surpris finalement de cette boîte-là. La boîte du Ronin. The Witcher, la voie du destin, le Ronin. Alors, cette boîte-là, a priori, le jeu a été fait, donc tout le jeu c'est Lucas Wozniak comme tous les jeux de chez Goenborn, mais ici on a Rafal Jaki qui a travaillé là-dessus. C'est le même jeu que la boîte de base, à très peu de choses près. Il y a des choses, enfin il y a très peu de choses près, il y a quelque chose qui change. Là, la fonctionnalité principale finalement qui vient s'ajouter dans celui-ci, c'est qu'on va avoir des plateaux entre les joueurs voisins. C'est-à-dire que si on joue à 3, à côté de mon joueur de droite et mon joueur de gauche, entre nous deux, il y aura un plateau de progression. Parce qu'il y aura une nouvelle phase de jeu dans celui-ci, c'est une phase du thé, le fait de boire du thé, voilà, tout simplement. En fonction des symboles que l'on aura joués sur nos cartes qui correspondront donc à cette phase, on pourra faire progresser ce marqueur commun qui permettra d'apporter des bonus communs aux joueurs donc, qui sont voisins de cette fameuse carte. Donc c'est assez original, ça favorise finalement l'interaction entre les différents joueurs, et j'ai trouvé ça super intéressant. Ici, exit le livret de récit. Bah oui, on est sur The Witcher, Ronin, c'est vraiment un truc plutôt stylisé. Il n'y a pas de récit autour de ça. Non, ici, on va jouer donc les cartes clairement pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on va avoir une carte qui va nous dire quel type de symbole il y aura à gauche, à droite, on va mettre les grandes cartes correspondantes, il n'y a pas d'histoire, le but c'est simplement de jouer suivant la règle qui a été réadaptée dans celui-ci, parce que dans le premier, je vous disais que finalement on regardait entre tous les joueurs quel était le symbole majoritaire. Ici c'est plus euro, finalement on va regarder chez nous quel est le symbole majoritaire, quel est le symbole minoritaire, et en fonction on obtiendra respectivement des points de victoire et des points d'expérience, qui fait qu'on dépend beaucoup moins finalement des adversaires pour obtenir ça, on dépend vraiment plus de notre tableau building, ce qui est pour le coup je trouve plus intéressant que la boîte de base. Mais attention, ça n'est pas tout. Parce que le matos de celui-là il est dingue. L'édition de celui-ci, elle est dingue. C'est-à-dire que vous allez jouer sur le petit tapis qui sert à faire des maquis, là. On en a tous chez nous de ces trucs-là, on savait pas à quoi ça servait quand on était gamin. Et ce truc-là, c'est un truc imprimé, qui sert de plateau de jeu, c'est magnifique. Les cartes sont superbes, vraiment les cartes sont incroyablement belles, je peux pas le dire, c'est vraiment superbement réalisé. Les plateaux, les stylisations des personnages façon Ronin, je trouve ça vraiment cool. Les jeux de couleurs sont très intéressants, et les illustrations donc des cartes qui viennent remplacer les cartes récits sont à tomber par terre. Vraiment, j'étais très surpris de cette boîte-là, parce que j'entendais pas grand-chose finalement d'un jeu
qui sort de sa thématique pour aller vers quelque chose de plus stylisé, voilà, pour essayer de séduire finalement les gens comme nous, hein, qui sommes les joueurs comme nous, qui sont attirés par cet univers-là. Mais vraiment, le jeu est superbe et je crois que je préfère celui-ci finalement à la boîte de base. Alors ok, on perd le récit, mais néanmoins, on gagne en profondeur de gameplay avec ce système finalement qui vient un peu se décorréler de ce que les autres font, et avec ce système évidemment qui permet de jouer avec son voisin, avec cette piste d'évolution. Donc vraiment, celui-ci est très intéressant, et apporte en plus de ça éditorialement un truc qui est vraiment unique, parce que ce matériel, je le trouve vraiment beau, les figurines sont superbement stylisées, donc voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé de tout ça plus ou moins en détail, qu'est-ce que j'ai pensé de cette ribambelle de The Witcher, la voix du destin ? Alors, la première partie de The Witcher, la voix du destin que j'ai faite, j'ai pas vraiment accroché. Je vais être très honnête avec toi, j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça un peu plat. Et finalement, j'avais pas nécessairement envie d'y revenir. Mais, je te l'ai expliqué dans la vidéo, il y a un truc qui m'a finalement dérangé dans ma partie, c'est que sur le premier scénario, j'ai eu ce système qui venait verrouiller finalement les couleurs qu'on devait utiliser pour obtenir des bonus. Et donc, je l'ai retenté bien évidemment, parce que... on m'a envoyé tout ça, il faut quand même que j'essaye des choses pour pouvoir t'en parler sérieusement. Et ma deuxième game était bien plus appréciable que la première, parce que j'étais libéré finalement de ce truc qui n'a pas lieu d'exister. Et alors, ce que je te dis, c'est lié à un seul scénario, attention. Donc, quand tu feras ce scénario, d'ailleurs, dans le livret de règles, il te le dit, faut pas le mettre si tu commences à jouer. Mais en fait, moi, je te dirais, faut pas le mettre du tout, parce que ça vient de plomber ta game. Les différents scénarios sont intéressants, encore une fois, je te le redis, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas vraiment le choix, un choix qui soit thématique, mais plus vraiment un choix mécanique dans les embranchements du récit. Finalement, quand le choix tombe, parce que la majorité a été calculée, on n'est pas là à se dire « Ah bah c'est ce que je voulais », non, on dit « Attends, c'est quoi qu'on avait choisi ?» Parce que finalement, on fait pas vraiment attention à ce qui se passe dans le récit, et du coup c'est là où la boîte du Ronin est assez intéressante, parce qu'elle s'affranchit finalement de ce récit-là pour la mécanique de jeu, elle vient affiner, je trouve, la mécanique de la boîte de base, donc j'allais dire la boîte du destin, mais ça s'appelle tout ça boîte du destin, mais de la boîte de base, en retirant finalement ce système de majorité qui existe à la fin de chaque chapitre pour quelque chose de plus vertueux, je trouve, puisqu'on est sur quelque chose où on va vraiment exploiter notre tableau building de symboles, hein, c'est vraiment là finalement le nerf du jeu, et c'est pour ça que j'adhère plus finalement à ce que propose la voie du destin, plus tout en ajoutant cette interaction donc entre les joueurs avec des bonus qui permettront notamment de piocher des cartes, de gagner des points d'expérience, ce genre de choses-là, qui vont induire le fait de devoir jouer entre guillemets avec notre adversaire tout en restant compétitif, puisqu'il y a des symboles qui vous permettent de finalement faire progresser cette piste-là, mais à condition que les deux joueurs les jouent. Donc on va pas communiquer sur ce qu'on va jouer, mais si les deux joueurs jouent le symbole qui pointe vers la piste, eh bien on va pouvoir faire progresser cette piste. Donc ça, plus le matériel, je te le redis, que je trouve absolument dingue dans cette boîte-là, je recommande fortement d'avoir au moins cette boîte du Ronin, si vous devez vous lancer là-dedans et que vous n'avez pas l'intention de tout prendre. Pour ce qui est des extensions, l'extension de la chasse sauvage, je la trouve intéressante aussi. C'est pas révolutionnaire, attention, hein, c'est bien quand vous jouez un grand nombre et que vous êtes vraiment le joueur unique avec la chasse sauvage, c'est intéressant finalement d'avoir une variante de gameplay. J'aime bien ces variantes-là, moi, contre tous. C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans d'autres jeux. On peut avoir dans du Nemesis, par exemple, ça n'a rien à voir avec le jeu, mais t'as un mode où c'est toi qui incarne finalement les aliens, c'est des choses que j'aime bien. Et la chasse finalement aux monstres, celle-ci, c'est celle qui je trouve un petit peu en deçà finalement du reste, parce que on est sur on utilise finalement de manière assez partielle ce qui est proposé dans le jeu, et c'est quelque chose qui me plaît un peu moins. Après, clairement, si vous êtes joueur coop avant tout, eh ben il va vous falloir cette extension parce qu'il n'y aura pas le choix. Hein. La coop se trouve ici, ou éventuellement dans la chasse sauvage, parce que vous affrontez finalement vous mettez en coop à plusieurs pour affronter un adversaire. Mais voilà. Pour conclure, The Witcher, la voie du destin, c'est un jeu de tableau building assez léger, voilà, qui aurait pu, je pense, dans sa boîte de base, être un peu plus poussé, ce qui a été fait finalement dans le The Witcher Ronin. Le matos est vraiment de qualité, on respecte finalement la thématique, notamment avec ses récits qui sont pas obligatoires, encore une fois, si vous jouez avec les autres boîtes, donc avec les boîtes notamment des monstres et avec le Ronin. Il y a une version standy qui fait totalement l'affaire, moi étant très amateur de figurines, mais je peux pas me permettre de peindre tout le temps, une version standy me plairait bien, parce que finalement ces figurines-là, encore une fois, elles servent juste
de positionnement et certainement pas d'immersion dans un univers. Donc ça, c'est à vous de voir évidemment en fonction de vos affinités. Mais voilà, donc The Witcher, la voie du destin, c'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en carton, mais encore une fois, je mettrai un petit plus surtout sur la boîte du Ronin. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à poser vos questions là-dessous. Si vous avez des questions concernant le jeu, je tâcherai d'essayer de répondre à tout ce que vous me demandez, bien évidemment. Voilà, donc on like, on s'abonne, évidemment, on continue de le faire, c'est super important, je le redis, il y a un méga concours qui arrive pour les personnes qui suivent YouTube, évidemment, hein, c'est pour vous les amis. Donc bah voilà, n'hésitez pas à suivre évidemment et à activer, on le dit pas assez souvent, mais il faut activer la petite cloche. Il faut activer la petite cloche, ça permet d'avoir des rappels quand des vidéos sortent. Parce que là on est l'été, l'été, il y a des moments où j'ai un petit peu moins le temps, voilà, c'est les vacances, etc. Faut que je me repose aussi. Mais bon voilà les amis, on se retrouve bientôt sur la chaîne Jeux en carton pour plein de choses. J'ai un programme de dingue. J'ai un programme de dingue. Donc voilà, bisous.